Bonjour, aujourd'hui nous recevons Roland Laboy. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, publiés depuis 8 ans tous les mardis. Avec plaisir, oui. Donc partagez-les et likez-les, comme on voilà. dit. Oui, oui. Soyez le bienvenu. Donc, à voir votre œuvre, on peut vous attribuer le qualificatif de photographe urbain et poète. Oui, si on veut, à partir du moment où on s'intéresse à la cité c'est un moteur à images où il se passe plein de choses, c'est le théâtre de la vie, etc. Les trucs, où l'homme est l'acteur principal. Et c'est ça qui m'intéresse dans la photographie. Alors vous avez un regard sur l'humain, c'est ce qui vous caractérise. Oui. Je me souviens, lorsque vous étiez à la tête du pavillon populaire, vous avez fait venir de belles pointures, Willy Ronis, Bernard Plossu, vous avez fait des photos inédites de Che Guevara. Oui, ça c'est exceptionnel, ça. Oui, oui. Des expos de parti pris qui avaient du tempérament. Oui. Voilà, vous avez 80 ans, vous êtes né à Castres, vous avez été pendant 24 ans Monsieur Photo Montpellier, oui. Implanté dans la photo. Georges Frêche vous a donné les clés du pavillon populaire. Ensuite, Michael Delafosse vous a débarqué de votre poste de commissaire permanent. Non, c'est pas Michael Delafosse, non. C'est plutôt Madame Mandrou. Voilà. C'est Madame Mandrou. Oui. Mais Michael Delafosse était à la culture. Oui, bien entendu, mais il me connaissait. Voilà. Il aurait pu vous garder. S'il avait voulu vous garder, il vous aurait gardé. Bien entendu. Voilà, donc c'était à peu près une quinzaine d'années. Et donc le projet qui était dans les rails a été dynamité. Celui qui vous tenait à cœur, c'est d'installer une fondation photo d'un couple suisse à Montpellier qui aurait fait un fonds photo exceptionnel. Oui. Voire le plus important de France. C'était dans les tuyaux pour qu'on arrive à le faire. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez tourné la page. Vous êtes défenseur et militant de Montcalm. Oui, du parc Montcalm, oui. De Montcalm, au sein du collectif des gardiens de Montcalm que nous avons reçu la semaine dernière. Voilà, pour la préservation des espaces verts et contre la tour de 35 mètres qui doit être construite. Contre toute construction à l'intérieur du parc. Oui. Voilà. Donc avant de passer aux questions, la une du 1114 de la Glorieuse. Donc on revient sur l'appel d'offres pour lustrer la métropole. 847 millions d'euros et on titre le marché très juteux des décès. Non, pas des décès, des déchets, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Des déchets. Entre déchets et décès, il y a parfois... C'est la matière qui est morte. Ouais, voilà, exactement. Donc 100 millions par an pour une ville sale. C'est quand même un peu cher. Vous n'êtes pas obligé de réagir. De toute façon, depuis qu'on en parle de ces histoires d'ordures, ça fait 30 ans. Hein. On parle que de ça. Oui, oui. Chaque année, c'est récurrent. Les usines, avant il y avait le TOT, ensuite il y a eu une décharge au nord de Montpellier. Enfin bon, les déchets, c'est vraiment le sujet. Mais c'est la société qui produit systématiquement les déchets. On n'avait pas cette quantité il y a 50 ans. Là, aujourd'hui, dès qu'on achète quelque chose, il y a un emballage. Voilà, alors ensuite on revient sur nos très chers confrères de la Gazette. Enfin un dossier chaud. C'est le titre de l'article. Enfin un dossier chaud. Voilà, on revient aussi sur le match Codorniu Grill. Oui, comment la porte s'est fermée. La grande mêlée. Comment la porte s'est fermée. La porte l'entraîneur de Montpellier. Hein. Oui. Voilà. Et ensuite, il faut être branché pour connaître la porte. Hein. Tout le monde ne connaît pas la porte. Oui, bon, faut s'intéresser un peu au rugby. Mais en tant que castré, vous intéressez un peu au rugby. Bien entendu, puisqu'on a battu Montpellier. Vous battez Montpellier à chaque fois, presque. Oui. Donc, ensuite, on revient sur la culture en situation critique. Et on pose la question, Mesquida, acteur métropolitain, point d'interrogation. Et ensuite, un autre sujet sur la venue d'Attal à Montpellier. Et on titre « Retournement de veste à Renaissance héros ». Voilà, donc on parle de plein de choses, du sport, de la culture, voilà. Donc Roland, comment allez-vous? Fort bien, puisque le soleil est radieux aujourd'hui. Ça nous permet justement de profiter presque de cet été indien, puisque
après cette quantité de pluie qui nous est tombée dessus, on a le soleil qui nous a redynamisé. Vous avez mis du temps à vous remettre de cette éviction? Non, pas du tout. Le choc, il a été au moment, bien entendu. Mais après, je me suis débarrassé de ça pour la bonne raison que je me suis préoccupé de mes affaires personnelles où j'avais laissé traîner. Donc, à partir de quoi là, vos affaires personnelles? c'est le fait que je me suis mis à faire de l'édition. J'ai fait 3 livres depuis. Voilà. Voilà, donc en voici un là. Voilà, ça c'est un livre que vous avez publié à l'occasion de Marseille, capitale de la culture. Oui, où j'étais invité, justement. Voilà, un très beau livre de photos. Voilà. Dont le titre est Le sirop de la rue, puisque je suis toujours axé sur cet univers-là. D'accord. Rappelez-nous comment vous êtes arrivé à Montpellier. Ben, je suis arrivé de façon indirecte par rapport à la photographie, mais plutôt le fait d'utiliser la photographie au niveau de l'urbanisme. Donc je suis venu faire des opérations photographiques pour enregistrer la ville comme elle était par rapport à une évolution à venir. Et si j'ai débarqué à Montpellier, c'est pas ça. C'est le fait que j'avais déjà travaillé sur ma ville natale avec 2 urbanistes qui étaient de Bordeaux, où on a produit des documents pour faire évoluer la ville. Et ces documents ont été tellement remarqués à Paris que c'est Paris qui m'a placé sur Montpellier pour faire des opérations identiques sur la transformation de la ville, sur l'évolution de la ville. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Vous êtes arrivé en quelle année à Montpellier? Alors, je suis arrivé de fait en 84 pour m'occuper de la photographie, mais j'ai commencé à travailler sur Montpellier à la fin des années 77. Voilà. Donc, ensuite, donc, il y a eu l'épisode du pavillon populaire. Bon, on va passer les différentes périodes où vous étiez installé à une époque, je crois. On a fait des évolutions. Aussi, oui, on a fait des évolutions pour la bonne raison que lorsque je suis arrivé en 84, il y avait une volonté de la ville de mettre la photographie en avant, comme la ville le faisait par rapport à la danse, la comédie du livre, le théâtre, etc. Donc la photographie faisait partie de ce pool culturel à mettre en avant. Donc le lieu qui était consacré à la photographie, c'était un petit lieu, c'était la partie droite de l'Opéra Comédie. Mais c'était en attente d'avoir autre chose. Donc après, on est parti au Corum, du fait que le Corum a été construit. Ça, c'était dans les années 89. On s'est installé sur ce lieu, qui était le Palais des Congrès, bien entendu, qui était nouveau. La galerie s'appelait Galerie Angle. On y restait un certain temps. Après, on est allé à la partie de messe des officiers sur l'esplanade. Donc ça, c'était en 97. Et à partir de là, Georges Frêche, c'est-à-dire la ville, avait prévu de placer la photographie dans le pavillon populaire. Donc c'était dans les tuyaux. Mais le pavillon populaire n'était pas libre pour la bonne raison qu'il servait au musée Fabre pendant la période des grands travaux qui ont pris X années. Dans le jour où le pavillon a été libéré par le musée Fabre, c'est à ce moment-là que la photographie s'est implantée dans le pavillon populaire. C'était en 2007. Et alors, est-ce que votre ambition était de mettre Montpellier au même plan que Carles ou Perpignan? Non, pas du tout, parce que c'est pas le même registre. Perpignan, c'est le photojournalisme, c'est-à-dire c'est les événements à travers le monde. Ce sont les images qui servent à la médiatisation, au témoignage. Tandis que Arles, c'est la découverte systématique d'une photographie contemporaine où on met en avant différents auteurs. Nous, c'était plutôt la recherche d'éléments naturels et latéraux au monde de la photographie. De quoi avez-vous été particulièrement fier? On a plusieurs registres. Par exemple, on a découvert un caricaturiste anglais qui utilisait le système du Polaroid pour caricaturer les grands de ce monde. Et c'était un personnage qui n'était pas du monde de la photographie, mais qui utilisait la photographie pour faire des caricatures visuelles sur le support photographique. D'accord. Donc ça, c'était une découverte, quoi. On jouait plutôt le fait d'aller au-delà de ce qu'est la photographie d'auteur, c'est-à-dire
aller chercher des témoignages par rapport à l'histoire, bien entendu, mais par rapport à la société. Donc, le hasard de la vie a fait que lorsque j'étais allé au Mexique, j'ai découvert, par exemple, ce qui s'est passé avec le commandant Marcos, avec la révolte des Indiens du Chiapas. On a été les seuls à monter une exposition qui était un événement planétaire, puisque le commandant Marcos, il a fait une rébellion sans un coup de fusil, sans effusion de sang, pour défendre les Indiens du Chiapas. Alors Gilles Morat vous a remplacé, oui. C'était votre collaborateur? Non, c'est quelqu'un du monde de l'image. Mais à la différence de... Moi, j'étais photographe, lui, il est prof d'anglais, s'intéressant à la photographie, avec une orientation un peu plus spécifique sur les États-Unis, etc. Alors que moi, j'étais davantage orienté sur le monde latin. Voilà. Alors aujourd'hui, les expos au pavillon populaire, c'est des expos de photographes américains. Pour certains, oui. La plupart, presque. Oui, c'est aussi des expositions de grands photographes consacrés, hein, où ça joue moins la découverte comme nous le faisions. C'est plutôt des photographes consacrés. Vous savez pourquoi on a pris la décision d'évincer un local qui était là depuis longtemps pour mettre ce monsieur à sa place? Je crois que c'est comme tout système, à un moment donné... Vous étiez trop vieux? Je ne crois pas, pour la bonne raison que Morat, il est plus âgé que moi et il est toujours en service. Non, c'est pas ça. C'est à un moment donné, moi j'étais porteur d'un projet, et ce projet il a capoté, c'était la collection des Suisses qui devaient venir à Montpellier. Et pourquoi il a capoté? Pourquoi il a capoté? Oh, ben, c'est des histoires complexes de lutte politique. Voilà. Ouais. Ah, politique? De lutte politique. Et c'est ça qui a fait capoter, que vous avez été viré? Il y avait un élément positif et puis en face il y avait un élément négatif. Voilà. C'était quoi d'un côté, il y a Frêche qui pressait sur l'accélérateur et de l'autre côté, Mandrou a freiné. D'accord. Voilà. Vous étiez trop fraîchiste à l'époque? Je servais la politique de la ville au niveau culturel. Oui, mais bon, la politique avait évolué. C'était Mandrou qui était qui était maire de la ville. Oui, mais en attendant, elle bénéficiait de l'implantation de ce qui a été fait par le passé et par le présent. D'accord, donc vous êtes spécialiste de la photo, vous êtes photographe vous-même. Comment jugez-vous l'actuelle politique de la collectivité dans ce domaine? Par rapport à la photographie, c'est très bien pour la bonne raison qu'on a pérennisé l'implantation au pavillon. Ce bâtiment, il est certainement le plus beau lieu consacré à la photographie, parce qu'il a un format et un volume qui est vraiment adapté au format des photographies. Parce que nous, on a l'impression par rapport à ce que vous ameniez en termes d'originalité, en termes d'impact, en termes de ce que j'ai dit au niveau de la présentation, qu'aujourd'hui, la photo, ça patine un petit peu, quoi. On va chercher des grandes expos, des grands noms, et qu'il n'y a pas un travail de découverte, de recherche, de petits photographes, de locaux, de ci, de ça. Ben, la différence, c'est qu'à Morat, il s'occupe davantage des institutions, des gens consacrés, alors qu'on était basé sur la découverte. On allait au fond du bois chercher les champignons photographiques à ramener et à montrer. Donc on était un peu des précurseurs pour découvrir certains auteurs. Par exemple, j'ai découvert la première exposition de Chema Mados, qui est un photographe espagnol surréaliste, aujourd'hui connu mondialement. Sa première exposition, il l'a faite à Montpellier. Alors, face à la disette budgétaire aujourd'hui qui est annoncée, est-ce que vous inquiétez des politiques Moi, je vais dire une chose, c'est que comparativement entre ce que nous pouvions faire et ce qui se fait aujourd'hui sur le plan de Montpellier par rapport à la photographie, c'était des budgets totalement opposés. Moi j'avais peu d'argent. Ça coûte combien la photo aujourd'hui? Vous connaissez le budget de... Non, je ne le connais pas, mais c'est un budget qui est certainement 4 ou 5 fois plus important que celui qu'on avait. C'est plusieurs millions d'euros? Je pense qu'il y a une unité qui est au moins là. Ouais. Il y a une unité qui est là. Ouais. Donc c'est au moins 1 million d'euros. Voilà. Ouais. Peut-être 2. Je n'en sais rien, je n'ai pas approfondi. Je sais que nous, on était basés sur le fait du romantisme d'aller rechercher des choses. Ce n'était pas la quantité d'argent que nous recherchions. Alors, quel a été, selon vous, le meilleur adjoint à la culture à Montpellier? Mais il y en a eu plusieurs, pour la bonne raison qu'il y a eu Michel Gorgieff, qui était passionné de photographie. On le doit aussi à cette implantation photographique au secrétaire général de mairie qui s'appelait Claude Cougnin, qui
épaulé auprès de Frêche la présence de la photographie. Mais on le doit aussi à Henri Talva, qui est un homme d'image, et puis il s'occupait du festival du film méditerranéen, avec Pitiot. Donc l'image, c'est un homme d'image, il connaît très bien, et il a toujours soutenu la présence de la photographie sur Montpellier. Vous n'avez pas cité Michael Delafosse? Michael Delafosse, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment connu pour la bonne raison qu'il est arrivé presque au moment où moi je partais. Ouais. Et est-ce que vous l'avez rencontré oui, lorsque vous êtes parti? Oui, bien entendu. D'accord. Ouais. Il vous a expliqué votre départ? Mais non, pas du tout. C'était déjà acté. C'était acté. Voilà. Ouais. Il n'a pas cherché à vous garder? Mais disons, une page s'est tournée, comme on dit. Ouais. Donc, voilà. Alors, ce projet-là, oui, d'accueillir cette exposition photographique européenne, cette collection, oui. Il a été enterré à votre départ? Du moins, il était enterré bien avant, pour la bonne raison que Mme Mandrou a mis un certain temps à réagir par rapport à ça. Il y avait un côté positif qui est devenu négatif. Donc ça a pris un an. Il y avait une maturation d'1 an. C'était une question de budget? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une question de volonté politique? Non, c'était une question de bagarre politique. D'accord. Ouais. Vous avez été lié à la bagarre de Mandrou? Non, moi j'étais entre les deux, c'est tout. Ça a été un dégât collatéral on peut dire ça. De la bagarre entre Mandrou et Frêche? Oui. D'accord. Voilà. Bon, à Montpellier, il y a les boutographies. Oui. Alors, vous pouvez nous en parler? Ça évolue comment? Alors, les photographies... Les boutographies. Oui, les boutographies, c'est issu du fait que lorsque nous sommes arrivés, enfin, lorsque je suis arrivé à Montpellier, la présence de la photographie était pratiquée par les photoclubs. Il y avait une myriade de photoclubs. Et ces photoclubs ont voulu installer une manifestation et la ville a tenu à soutenir cette présence de la photographie avec une direction artistique. C'est à ce moment-là que j'ai été nommé. Et cette évolution de la présence de la pratique photographique a évolué et les photoclubs ont été remplacés par les photographies. D'accord. Voilà. Alors vous êtes un acteur, vous étiez un acteur de la culture à Montpellier. Depuis Frêche, c'est quoi les innovations dans la culture? On peut dire que... dans la culture avec des artistes. Hein. Bon, c'est la présence d'auteurs qui sont invités par rapport au théâtre, hein, des auteurs qui viennent de l'extérieur, voilà, que l'on découvre à travers la programmation. Voilà. Théâtrale, quoi. Voilà, théâtrale, ouais. Que le théâtre. Il y a la musique aussi. Bon, on a fait venir quand même un chef d'orchestre qui est de renommée internationale. Bon, si, il y a une... Non, mais je parle des innovations, qu'on change un chef d'orchestre, c'est une chose, qu'on anime. Ouais. Est-ce qu'il y a un souffle? Est-ce que vous sentez un souffle? Du moins, il y a des choses qui sont mises en place, comme les agoras du savoir. Hein? Oui, mais ça existe un peu avant, non? Oui, mais c'est quelque chose qui est issu et qui s'est développé. C'est-à-dire que Montpellier bénéficie de ce qui a été implanté avant, et c'est systématiquement développé par la municipalité présente. Parce qu'on a l'impression qu'on est plus sur du spectacle, de l'animation, vous voyez, les hâtes, les lumières de Noël. On est sur de la culture animation un peu bling-bling, et on a effacé le côté artiste, voilà. Bon, alors je parle pas au musée Fabre, il y a une exposition avec un artiste, Hugo, là. Mais voilà, on est un peu dans une culture animation aujourd'hui. Oui, ça fait partir de l'époque. Hein. Voilà, pour la bonne raison qu'on médiatise davantage ces choses-là. C'est davantage porteur. C'est le retour politique, voilà, en fait. Plutôt qu'un auteur particulier, etc. C'est la culture plaisir, en fait. Ces auteurs, on les met en avant lorsqu'il y a la comédie du livre, bien entendu. Mais ça dure un peu de temps. Après, bon, on est un peu noyé par rapport à la quantité d'informations qui sont placées. Alors voilà, l'outil aujourd'hui de vie, ça s'appelle un smartphone. Hein, oui. Et alors, que va devenir la photographie
En 2024, quand Mais la photographie, de toute façon, c'est totalement approprié l'iPhone ou les portables qui permettent aujourd'hui de faire des photographies de grande qualité. Donc, la photographie, c'est ça maintenant. Oui. D'accord. On le voit au niveau de la vente des matériels photo. Est-ce que la photographie aussi, l'univers du photographe, n'a pas évolué? Parce que par exemple, dans la presse, on demande aux journalistes d'être à la fois journaliste, d'écrire et de prendre des photos. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un petit peu mélange des genres. Voilà. Mais on ne va pas demander à un photographe d'écrire, parce que bon, l'écriture est une chose. La pratique de l'espace photographique est une autre. Donc la force des images, elle ne peut exister que si on a vraiment affaire à un photographe auteur. C'était la politique que faisait à une époque Libération, qui jouait vraiment le côté iconographique dans le journal. Ils font toujours ça. Ils le font toujours en partie. Oui, oui. Est-ce que c'est important? Bien entendu. Le côté auteur-photographe. C'est la césure entre l'écrit et entre ceux qui produisent l'écrit et ceux qui produisent les images. Est-ce que quelqu'un voilà, il peut produire une très très belle photo? Oui, on peut la produire. Quelqu'un qui passe photographe, par exemple, comme moi. Mais ça fait partie d'une spontanéité qui peut arriver à un moment donné lorsqu'on produit des images. Elles ne sont pas réussies systématiquement, alors qu'un auteur va chercher à les réussir. D'accord. Et il connaît les techniques. Il connaît les moyens d'approche pour les réussir. Ouais. Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Merci à vous. Bonne continuation. Merci.